Il existe, dans la guerre blindée, un moment auquel la doctrine tente de vous préparer, sans jamais pouvoir le reproduire complètement. C'est le moment où le véhicule de tête arrive dans un virage, sur une route contestée, et découvre à courte distance que l'ennemi vient de faire exactement la même chose depuis la direction opposée. Aucun avertissement, aucun temps de préparation, aucun tir préenregistré à demander, aucune image du renseignement à consulter. Seulement l'acier, la distance et l'horloge qui tourne. Ce moment s'appelle un engagement de rencontre. Et dans la zone grise de l'Est de l'Ukraine, par un matin de la mi-avril, alors que le sol était encore ramolli par les pluies du printemps et que la brume restait basse entre les lignes d'arbres, 2 colonnes blindées se sont retrouvées face à face à 300 mètres. Ce qui s'est passé au cours des 9 minutes suivantes n'est pas seulement un récit tactique. C'est une illustration précise de ce que 3 années de guerre de haute intensité font à l'efficacité au combat d'une force blindée. Et de ce qu'il en coûte lorsque cette efficacité est absente. À la fin de cet engagement, une colonne avait poursuivi sa mission. L'autre avait cessé d'exister. Restez avec moi parce que les détails de ce déroulement révèlent quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple échange de tirs. La zone grise n'est pas une ligne sur une carte. C'est une condition sur le front et de l'Ukraine. Elle décrit le terrain contesté entre les positions défensives ukrainiennes et russes établies, terres agricoles, routes rurales surélevées, talus de drainage, structures abandonnées et lignes d'arbres. Ces éléments offrent une dissimulation partielle, mais rarement une véritable protection. Aucun des 2 camps ne la tient en permanence. Les 2 camps s'y déplacent continuellement, patrouillent, éléments de reconnaissance, ravitaillement de positions avancées, actions de sondage conçues pour tester le temps de réaction adverse et repérer les failles dans son observation. La zone grise, c'est l'endroit où le front se façonne avant que le front ne bouge. Elle est intrinsèquement dangereuse et les 2 camps acceptent ce danger parce que la valeur en renseignement et en positionnement des opérations en zone grise dépasse le risque à condition que les équipages soient entraînés à gérer ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. La mi-avril dans l'est de l'Ukraine signifie des conditions tactiques précises que tout commandant expérimenté dans ce théâtre comprend. Un sol mou à cause du dégel printanier, une brume matinale qui réduit la visibilité dans les zones basses, particulièrement dans les dépressions entre les sections de route surélevées et les bordures de champs. Ces conditions affectent la manœuvrabilité des véhicules, l'observation des équipages et les marges dont dispose un commandant qui prend des décisions sous pression. Ce ne sont pas des détails accessoires. Elles ont façonné les choix disponibles pour chaque équipage des 2 colonnes au moment du contact. Un champ qui pourrait supporter le mouvement d'un véhicule blindé en juillet devient un piège de mobilité en avril. Les commandants qui comprennent leur terrain prennent de meilleures décisions. Ceux qui ne le comprennent pas paient cette ignorance dans la pire monnaie possible. La colonne ukrainienne qui se déplaçait dans la zone grise ce matin-là comptait 3 véhicules, un char de combat principal T, 6-4BV en tête, suivi de 2 véhicules de combat d'infanterie BMP2, chacun transportant une escouade d'infanterie mécanisée. C'est une configuration standard de patrouille en zone grise pour les éléments blindés ukrainiens. Assez de puissance de feu pour gérer un contact important. Assez d'infanterie pour fournir une sécurité débarquée et une capacité de flanc. Assez compact pour se déplacer rapidement et éviter de présenter une grande signature cible à l'observation aérienne ou terrestre. La colonne avançait à intervalles rapprochés. Les équipages étaient en état de préparation élevée. Les commandants étaient sortis par leurs écoutilles pour observer. Le commandant du T, 6-4BV, avait les yeux vers l'avant, lisant le terrain devant lui. Ce détail compte. Il compte énormément. Un commandant dans l'écoutille, qui observe activement, réduit de plusieurs secondes critiques le délai entre le contact visuel et l'ordre de tir, comparativement à un commandant fermé à l'intérieur du véhicule et dépendant seulement des optiques. La colonne russe qui avançait dans la même zone grise, sur un itinéraire convergent, était plus importante. 5 véhicules, 2 chars de combat principaux T, 7 2B, 3 en tête, suivis de 3 véhicules de combat d'infanterie BMP3. Environ 65 militaires au total dans les 5 véhicules. La composition de la colonne, 2 chars, 3 véhicules modernes de combat d'infanterie, un élément mécanisé complet
correspond soit à une reconnaissance en force importante, soit à un ravitaillement vers une position avancée d'importance tactique réelle. Ce n'était pas une patrouille légère. C'était un mouvement engagé avec un objectif opérationnel. La colonne russe avançait elle aussi avec les commandants de véhicules dans leurs écoutilles. Selon les standards des opérations en zone grise, les deux colonnes faisaient ce que des équipages entraînés sont censés faire. Aucune des deux n'avait d'éléments de reconnaissance avancés couvrant l'avant des véhicules de tête. Dans la zone grise, c'est un risque calculé que les deux camps acceptent régulièrement. Ce matin-là, pour l'une des deux colonnes, c'est devenu la condition qui a rendu la survie impossible. La route sur laquelle elles circulaient toutes les deux était surélevée au-dessus des champs environnants. Une route rurale traversant des terres agricoles, le genre de route qui apparaît sur les cartes militaires comme un axe d'approche potentiel précisément parce qu'elle offre des conditions de sol légèrement meilleures que le terrain environnant pendant la saison humide. Le virage où les deux colonnes ont convergé était d'environ 90 degrés, assez serré, avec une haie sur le bord intérieur et un talus de drainage sur le bord extérieur, pour qu'aucun véhicule de tête ne puisse voir ce qui se trouvait de l'autre côté avant d'être à 300 mètres l'un de l'autre. 300 mètres. À cette distance, un obus de char atteint sa cible en environ une seconde. Une rafale de canon automatique de BMP couvre la distance en moins de 2. La distance d'engagement a éliminé tous les avantages que la préparation, la supériorité numérique ou le positionnement tactique auraient autrement pu offrir. À 300 mètres, dans un engagement de rencontre, la seule chose qui compte est de savoir qui tire en premier et si ce premier coup atteint sa cible. À 8h23, heure locale, les deux véhicules de tête ont pris simultanément les deux extrémités opposées du virage. Ce qui s'est passé dans les 8 secondes suivantes a déterminé l'issue d'un engagement de 9 minutes qui a détruit toute une colonne blindée russe. 300 mètres, les deux commandants de colonne dans leurs écoutilles, contact visuel établi. Dans le langage de la guerre blindée, cela s'appelle une acquisition simultanée. Les deux camps se voient au même moment. La doctrine reconnaît cela comme la version la plus dangereuse et la moins indulgente d'un engagement de rencontre, parce qu'elle retire même l'avantage marginal d'avoir repéré l'ennemi 1 ou 2 secondes avant d'être repéré soi-même. Lorsque les deux camps acquièrent la cible simultanément, l'issue est entièrement déterminée par celui qui passe le plus vite de l'observation à l'action. Pas celui qui pense plus vite, mais celui qui a été entraîné à agir plus vite. Autrement dit, la réflexion a déjà été faite à l'avance, encodée dans une réponse réflexe par des milliers de répétitions, jusqu'à ce que le processus cognitif délibéré, qui aurait autrement coûté 3 à 5 secondes, soit comprimé en quelque chose qui se produit avant même que la conscience n'ait pleinement rattrapé la situation. Le commandant ukrainien du T, 6-4BV, avait donné l'ordre de tir avant que son cerveau ait terminé son évaluation délibérée de ce qu'il voyait. Ce n'est pas une formule rhétorique. C'est la réalité neurologique d'une réponse réflexe, entraînée en conditions de combat. Le cerveau humain, lorsqu'il traite un stimulus visuel soudain dans un environnement de stress élevé, suit 2 voies simultanément. La voie rapide, la réponse guidée par l'amygdale génère l'action avant que le cortex préfrontal ait terminé son évaluation analytique. Chez des individus non entraînés, cela produit des réactions de panique ou de paralysie. Chez des soldats entraînés spécifiquement et à répétition pour ce scénario exact, la voie rapide génère la bonne réponse tactique, l'ordre de tir, la pression sur la détente, l'engagement. Les équipages blindés ukrainiens opérant dans la zone grise répètent le scénario de l'engagement de rencontre depuis 3 ans, non pas comme un exercice abstrait en salle de classe, mais comme un entraînement chronométré récurrent qui commence avec l'apparition visuelle soudaine d'un véhicule ennemi à courte distance et se termine par un ordre de tir exécuté en un temps minimal. Les commandants qui prennent plus de 5 secondes entre le contact visuel et l'ordre de tir sont réentraînés. La norme n'est pas la perfection. La norme, c'est la survie. Le premier obus du T, 6-4BV ukrainien a frappé le T, 7-2B3 russe de tête sur la plaque de Glacis à 8h23 et 14 secondes. 14 secondes après le marqueur de la minute. Ce qui signifie que toute la séquence, du contact visuel au premier impact, a pris 14 secondes depuis le début de la minute, mais qu'à partir du moment du contact,
L'ordre de tir et l'obus étaient partis en moins de 3 secondes. Le 72 s'est arrêté. Des explosions secondaires provenant de la tourelle ont suivi dans les 40 secondes, alors que le mécanisme de chargement automatique continuait d'alimenter en obus l'incendie déclenché par l'impact pénétrant. Le commandant du T-72B3 russe de tête avait établi le contact visuel au même moment que son homologue ukrainien. Il était en train de transmettre un rapport de contact lorsque l'obus ukrainien a frappé son véhicule. Il suivait la doctrine qu'on lui avait appris à exécuter, signaler le contact, puis engager dans un engagement de rencontre à 300 mètres. Et cette séquence, à elle seule, vous coûte l'engagement. Sa transmission n'a jamais été complétée. Le deuxième char russe, immédiatement derrière le premier, n'a reçu aucun rapport de contact. Son commandant a entendu l'explosion, a vu le char de tête s'arrêter et commencer à brûler. Et il était encore en train d'évaluer la situation lorsque le deuxième obus du T-64BV ukrainien a frappé la chenille gauche de son véhicule à 8h23 et 22 secondes. 8 secondes entre le premier contact visuel et 2 chars russes immobilisés. L'engagement, dans tous les sens importants, était déjà décidé, mais ce n'était que le début. Ce qui s'est déroulé dans les minutes suivantes révèle quelque chose d'encore plus instructif sur l'écart entre ces deux forces. La réaction de la colonne ukrainienne dans les 30 premières secondes après le contact initial n'a pas été improvisée. C'était l'exécution d'un protocole tactique précis pour les engagements de rencontre que les commandants blindés ukrainiens ont développé, raffiné et diffusé dans les unités de zone grise à travers 3 années de rencontres exactement de ce type. Le protocole repose sur un principe simple, le rôle du véhicule de tête dans un engagement de rencontre est de tirer immédiatement et continuellement afin de fixer l'attention de l'ennemi et de supprimer sa capacité à répondre efficacement. Le rôle des véhicules suiveurs est de se disperser immédiatement hors de la route vers la meilleure protection disponible et de commencer à engager depuis des positions de flanc, créant un problème multidirectionnel auquel aucune formation en colonne ne peut répondre efficacement tout en faisant face à une menace frontale directe. L'infanterie ukrainienne débarque immédiatement dès le premier tir, se déplaçant vers des positions qui couvrent l'engagement des véhicules depuis les flancs et empêche l'infanterie ennemie de faire la même chose. Le BMP-2 ukrainien numéro 1, le véhicule immédiatement derrière le T-64BV, a viré brusquement à gauche hors de la route à 8h23 et 17 secondes, 3 secondes après le premier tir ukrainien. 3 secondes. Le véhicule a avancé de 30 mètres dans le champ du côté gauche de la route, s'est arrêté dans une légère dépression qui offrait une protection partielle de caisse et a commencé à engager la colonne russe avec son canon automatique de 30 mm à 8H, 23 et 25 secondes. Sa première rafale a frappé le troisième véhicule de la colonne russe, le BMP-3 de tête, sur son côté gauche. Le BMP-2 ukrainien numéro 2 a viré brusquement, à droite à 8H23 et 19 secondes, s'est déplacé de 20 mètres hors de la route vers la droite et s'est arrêté derrière une section du talus de drainage qui donnait à sa tourelle une position de tir tout en couvrant sa caisse. Il a commencé à engager à 8H23 et 28 secondes. Les deux BMP-2 étaient hors de la route et en position de tir dans les 11 secondes suivant le premier tir ukrainien. L'infanterie ukrainienne a débarqué des deux véhicules dans les 30 secondes. 12 soldats au total, se déplaçant dans les champs des deux côtés de la route, établissant une sécurité contre les débarquements d'infanterie russe et fournissant la présence sur les flancs qui allait s'avérer décisive dans les dernières minutes de l'engagement. La réaction de la colonne russe, pendant ces mêmes 30 secondes, était qualitativement et structurellement différente, et non pas parce que les commandants russes des BMP-3 étaient moins courageux ou moins capables individuellement. Les 2 de 72 de tête étaient déjà arrêtés, l'un en feu, l'autre immobilisé, avec une chenille détruite. Les 3 BMP-3 derrière eux étaient en colonne sur une route surélevée, avec des véhicules en flammes bloquant leur mouvement vers l'avant, des tirs ukrainiens arrivant simultanément de face et des deux flancs, et aucun rapport de contact provenant des véhicules de tête parce qu'aucun des deux n'avait transmis avant d'être frappé. Les équipages des BMP-3 avaient 3 options. Rester sur la route et être engagés simultanément depuis plusieurs directions.
reculer le long de la route, s'éloigner de l'engagement, mais présenter leur blindage arrière au tir des canons automatiques ukrainiens pendant le mouvement, ou tenter de quitter la route vers les champs, des champs qui, à la mi-avril, après les pluies du printemps, représentaient un risque important de mobilité pour des véhicules chenillés. Un commandant a choisi de reculer, un autre a choisi d'aller à gauche dans le champ, un autre est resté sur la route et a riposté. Les 3 choix ont échoué. Non pas parce qu'ils étaient individuellement irrationnels. Chacun était une réponse raisonnable à une situation tactique impossible. Ils ont échoué parce qu'ils ont été faits indépendamment, sans coordination, produisant 3 réponses différentes qui ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Une force qui répond au contact par 3 actions séparées et non coordonnées s'est effectivement divisée en 3 forces plus petites. Chacune pouvait être vaincue individuellement. C'est précisément ce qui s'est passé au cours des 9 minutes suivantes. Ce qui vient ensuite, la destruction systématique de chaque véhicule russe, montre pleinement le coût de ces 8 premières secondes. Et à partir d'ici, cela devient beaucoup plus sérieux. Le deuxième T-72B3 russe, dont la chenille gauche avait été détruite par le deuxième obus du char ukrainien, était immobilisé, mais conservait une tourelle fonctionnelle. Le commandant du char russe, se remettant du choc du contact initial, a orienté sa tourelle vers le T-64BV ukrainien et a tenté de riposter. La portée était maintenant d'environ 250 mètres. Le char ukrainien avait légèrement avancé pendant l'échange initial, un mouvement qui réduisait simultanément la portée et compliquait la solution de tir du tireur russe. À 250 mètres, un échange direct char contre char se décide par 2 facteurs, la vitesse de l'équipage et le différentiel de blindage. Au moment de l'impact, le T-72B3 russe a tiré à 8 âges 24 et 30 secondes. 22 secondes après le premier obus ukrainien, l'obus a frappé le glacis avant du T-64BV ukrainien et a été vaincu par le blindage réactif explosif du char. Le char ukrainien a immédiatement riposté. Le deuxième obus ukrainien a frappé le côté droit de la tourelle russe. La tourelle s'est bloquée, fixant le canon à environ 30 degrés de la position du char ukrainien. L'équipage russe a évacué. Il a pris la bonne décision. Un char avec une tourelle bloquée et une chenille détruite à 250 mètres d'un char ennemi opérationnel doté d'un blindage réactif n'est pas un véhicule de combat. C'est une cible. La survie de l'équipage était le seul résultat atteignable à ce moment-là, et il l'a obtenu en abandonnant le véhicule avant que l'équipage ukrainien puisse compléter la destruction. Le BMP-3 russe qui avait choisi de reculer a été le suivant à être détruit. Son commandant avait pris une décision tactiquement défendable, reculer loin du contact, créer de la distance, trouver une position à partir de laquelle réengager dans de meilleures conditions. Le problème, c'était la géométrie. La route était surélevée, le véhicule reculait le long d'un trajet linéaire prévisible, le BMP-2 ukrainien numéro 1, déjà positionné à 30 mètres dans le champ du côté gauche de la route, avec une ligne de vue de flanc dégagée le long de la route, avait le BMP-3 en recul directement dans son axe d'engagement. Le véhicule avait reculé d'environ 40 mètres lorsque des obus ukrainiens de 30 mm ont frappé sa caisse arrière à 8 âges 25 et 12 secondes. Le blindage arrière du BMP-3 est nettement plus mince que sa protection frontale, les obus ont pénétré, le véhicule s'est arrêté, son équipage a débarqué sous le feu et a tenté d'atteindre le talus du côté droit de la route. Certains y sont arrivés. La plupart, non. Le BMP-3 russe qui avait tenté de quitter la route vers la gauche a parcouru 30 mètres dans le champ avant que ses chenilles commencent à perdre de l'adhérence dans le sol mou d'avril. À 45 mètres de la route, il s'est complètement embourbé, les chenilles tournant dans la terre humide, le véhicule immobile et entièrement exposé dans un champ ouvert, sans protection dans aucune direction. Le BMP-2 ukrainien numéro 2 l'a engagé depuis le flanc droit à environ 180 mètres. 3 rafales de canon automatiques de 30 mm dans le côté du véhicule. Le BMP-3 a cessé de riposter après la deuxième rafale. La troisième était confirmatoire. Voilà ce que signifient les conditions de sol de la mi-avril en termes tactiques pratiques.
Un champ qui semble praticable depuis une route est un piège de mobilité pour un véhicule qui s'y engage sans connaître sa capacité portante. Le commandant du BMP-3 russe a fait une évaluation raisonnable en moins de 2 secondes et il s'est trompé. Il s'est trompé, non par incompétence, mais à cause de l'incertitude irréductible des conditions du sol, que seule l'expérience de ce terrain précis à ce moment précis de l'année permet de prévoir de façon fiable. Les équipages ukrainiens opérant dans cette zone grise avaient cette expérience. La colonne russe, qu'elle était nouvellement déployée dans le secteur ou simplement insuffisamment entraînée aux conditions de mobilité d'avril dans les terres agricoles de l'Est ukrainien, ne l'avait pas. Le dernier véhicule russe, le BMP-3 qui était resté sur la route et avait riposté, a été le plus difficile à détruire et le plus instructif à analyser. Son équipage avait choisi de combattre. Le canon automatique de 30 mm du véhicule avait tiré vers le T 6-4 BV pendant tout l'engagement, produisant 2 impacts sur l'équipement externe du char, un lance-grenade fumigène détruit, un bloc de vision endommagé. Aucun des deux n'a pénétré le blindage, aucun des deux n'a dégradé l'efficacité au combat du char ukrainien de manière significative. Mais l'équipage a combattu. Il a continué à engager sous le feu venu de plusieurs directions, depuis une position stationnaire sur une route exposée contre un ennemi qui avait déjà détruit tous les autres véhicules de sa colonne. Ce niveau de ténacité au combat mérite d'être connu, peu importe le drapeau sous lequel un soldat sert. Cela ne change pas l'issue. L'infanterie ukrainienne, qui s'était déplacée vers des positions des 2 côtés de la route pendant les 2 premières minutes de l'engagement, a engagé le véhicule depuis ses flancs avec des tirs de RPG à 8 H29. Un projectile a frappé le côté du véhicule, il a brûlé. À 8 H32, 9 minutes et 9 secondes après le premier contact visuel, le dernier véhicule russe brûlait et l'engagement était terminé. Les chiffres après action sont d'une précision brutale. Le T 6-4 BV ukrainien a subi des dommages à l'équipement externe, un lance-grenade fumigène détruit et un bloc de vision endommagé. Et il était pleinement opérationnel en quelques heures. Temps de réparation estimé, 4 à 6 heures. Un fantassin ukrainien a été blessé par fragmentation pendant l'engagement au RPG qui a détruit le dernier BMP-3. Il s'était avancé trop agressivement vers la position du véhicule. Il a été traité par le médecin du véhicule et évacué. Il est retourné au service dans les 48 heures. 0 véhicule ukrainien détruit, 0 militaire ukrainien tué. En face, 2 chars de combat principaux T-72B3 détruits, 3 véhicules de combat d'infanterie BMP-3 détruits, environ 27 à 33 militaires russes tués au combat, 14 survivants supplémentaires observés en train de se diriger vers les lignes russes pendant et après l'engagement, la majorité étant évaluée comme blessée ou en état de choc. La colonne russe transportait environ 65 militaires dans 5 véhicules. Le ratio d'échange des coûts n'exige aucune explication. La Russie a perdu entre 10 et 13 millions de dollars en équipement et en personnel. L'Ukraine a subi environ 20 000 $ de dommages externes et un soldat blessé qui est retourné au service 2 jours plus tard. Ces chiffres comptent au-delà de leur signification tactique immédiate. Ils représentent un schéma qui s'est répété de manière constante pendant 3 années de cette guerre. Et ce schéma comporte des implications stratégiques qui dépassent largement un seul engagement dans la zone grise. Depuis février 2022, les forces blindées ukrainiennes ont démontré des avantages mesurables et constants sur les forces blindées russes dans les engagements à courte distance. Temps de réaction, vitesse de décision, flexibilité tactique sous contact et capacité à exécuter des réponses coordonnées à plusieurs éléments dans les 30 premières secondes d'un engagement imprévu. Ces avantages n'étaient pas inhérents, ils ont été construits grâce à 3 années d'expérience de combat qui ont été systématiquement captées, analysées et réinjectées dans les filières d'entraînement ukrainiennes avec une rapidité et une discipline institutionnelle que la plupart des établissements militaires conventionnels peinent à atteindre même en temps de paix. Chaque engagement a produit des leçons. Chaque leçon a été distribuée.
Chaque exercice a été mis à jour pour refléter la réalité de ce que les équipages ukrainiens rencontraient réellement dans la zone grise et non les scénarios théoriques de la doctrine d'avant-guerre. Le résultat est une force blindée dont la compétence individuelle au niveau des équipages figure parmi les plus élevées de toutes les forces actuellement engagées dans un combat terrestre conventionnel, où que ce soit dans le monde. C'est particulièrement vrai dans le scénario de l'engagement de rencontre. Ce n'est pas une déclaration faite à la légère. C'est une conclusion appuyée par 3 années de preuves observables. Les échecs systémiques de l'armée russe dans cet engagement reflètent des problèmes institutionnels que la modernisation de l'équipement ne peut pas corriger à elle seule. La tendance à signaler avant d'engager. La pénalisation culturelle de l'action non autorisée plus sévèrement que la réponse retardée. L'absence d'une filière d'entraînement distribuée et rapidement mise à jour, capable de capter les leçons du combat et de les traduire en réflexes tactiques au niveau des équipages. Ce ne sont pas des échecs de soldats russes individuels. Le commandant du T-72B3 de tête, qui a été frappé avant de pouvoir compléter son rapport de contact, suivait son entraînement. Les commandants de BMP3 qui ont pris 3 décisions différentes et non coordonnées dans une situation impossible faisaient ce que leur entraînement et leur culture de commandement les avaient préparés à faire. L'échec était institutionnel. Ils se trouvaient dans le système qui les avait formés, dans la culture qui façonnait leur hiérarchie décisionnelle et dans l'absence du type d'intégration des leçons du combat qui transforme l'expérience en compétences réflexes au niveau des équipages. Le général Ben Hodges a affirmé de façon constante, dans plusieurs analyses de ce conflit, que le problème fondamental de l'armée russe n'est pas l'équipement. La Russie a de l'équipement. La Russie a le nombre. Ce que la Russie a constamment échoué à démontrer, c'est le type de leadership de petites unités décentralisées, fondées sur l'initiative et compétent de façon réflexe, qui déterminent les résultats dans les engagements à courte distance et à haut tempo qui caractérisent la guerre en zone grise. L'engagement de rencontre de la mi-avril illustre précisément cette évaluation. Une colonne russe en supériorité numérique, 5 véhicules contre 3, 2 chars contre 1, a été systématiquement détruite en 9 minutes par une force plus petite dont l'avantage reposait entièrement sur la qualité de l'entraînement de ses équipages et la vitesse de leur prise de décision. Les chiffres n'ont pas sauvé la colonne russe, le potentiel de puissance de feu ne l'a pas sauvé, le T-72B3 et le BMP3 sont des systèmes d'armes capables. Ils ont été vaincus non pas par un équipement ukrainien supérieur, mais par une exécution ukrainienne supérieure. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.